Le ton est monté sur le plateau. Un débat explosif a opposé Kokoro Nzedie aux représentants de DON Melo, autour des grandes questions politiques et économiques qui agitent la Côte d'Ivoire. Entre contradictions, piques verbales et vérité sans filtre, les deux intervenants n'ont pas mâché leurs mots. Ce face-à-face tendu illustre les divisions profondes au sein du paysage politique ivoirien et révèle la passion qui entoure les débats d'idées dans le pays. Dans cette vidéo, revivez les moments forts, les arguments chocs et les réactions du public. Analyse complète, échange direct et décryptage exclusif. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains débats politiques en Afrique francophone. Bon. Kokora dit, je parle de Baudouin qui était transfuge du SPI et tout, mais lui-même, Kokora, il est transfuge du FPI. Moi, à quelle année? Bon, j'aurai le temps de lui répondre. Il n'y a pas de problème. C'est malheureux, quoi. Monsieur, finalement, on va rester sur cette question et puis on va passer à côté du message central. Allez-y. Je vais passer dessus. Non, il ne faut pas passer dessus, hein. Voilà. Bon, allons-y. Kokora Onzi est transfuge du FPI, pourra le contredire. Je vais aller sur votre question, mais avant, Alamine, en fait, ce que je veux dire, c'est que dans un État, dans un pays, en fonction de la région dans le monde, il y a des référentiels nationaux. Le référentiel national de la Côte d'Ivoire, qui est encore actif sur le site officiel du gouvernement, dit qu'en Côte d'Ivoire, être jeune, c'est entre 15 et 35 ans. C'est ce que la Côte d'Ivoire dit. Si l'Australie dit autre chose, c'est l'Australie. Les Nations Unies, c'est pas l'Australie. Non. En Côte d'Ivoire, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire retient comme jeune? C'est ça qu'il faut retenir. C'est 15 et 35 ans. Non, après, je vous laisse calculer ça, puis vous nous direz. Donc ça, c'est ce que je voulais dire sur ça. L'autre élément sur la question de Alassane, les trois priorités, il y en a beaucoup, hein, parce qu'on est dans un pays qui est en déliquescence. Il y en a beaucoup, mais vous avez demandé de citer trois, je vais en citer trois. La première chose, c'est l'éducation. Donc, il y a une réforme profonde de l'éducation nationale à opérer. Et je disais tout à l'heure qu'il faut s'en référer simplement au rapport des États généraux de l'éducation en Côte d'Ivoire, qui est encore disponible sur le site officiel du gouvernement de Côte d'Ivoire, qui dit rapidement certaines choses, par exemple, qui dit que les enseignants donc, qui doivent enseigner les enfants ont du mal à assimiler donc, les méthodologies pédagogiques, par exemple. Le même rapport dit qu'on a un gros souci entre ce qu'on apprend à l'école et l'employabilité. Voilà. C'est une étude que le gouvernement lui-même a fait. Donc, comme j'ai dit, moi, je préfère parler des éléments donc, officiels, factuels et vérifiables. Donc, l'éducation, deuxième élément, c'est l'employabilité. Donc, comment est-ce qu'on met en place un certain nombre de mesures qui nous permettent de créer une adéquation entre ce qu'on apprend dans les écoles, dans les centres de formation et les besoins réels donc, du marché. Parce qu'on est non sans ignorer qu'il y a juste quelques années, on a eu 3000 docteurs donc, qui ont passé cette année à être formés. Et à la fin, alors qu'on leur avait promis d'être embauchés directement dans la fonction publique, comme ça se faisait par le passé, ils sont restés au chômage. Comment Wadom Melo va le faire, par exemple? Bien entendu. Il peut, par exemple, avoir le dialogue collaboratif entre le secteur privé et l'éducation, pour qu'on sache anticiper dans 2 ans, dans 3 ans, quels seront les besoins du marché et qu'on forme en fonction. Il faut pouvoir aussi indexer les métiers donc, du présent et les métiers d'avenir et former donc, dans ces filières-là, pour ne pas avoir à former dans des filières où, à la fin de la journée, on a des gens qui sont formés, mais qui ne sont peut-être pas qualifiés ou qui n'ont en face pas de besoin. Voilà. Très bien. Dans la suite logique de cette question, la question de Alassane. Donc vous ne souhaitez pas que Nzi Kokora Bernard se prononce d'abord, ensuite vous allez apporter votre... dans le prolongement de ce qu'il dira. Allez. Nous sommes à l'antenne, surtout en direct, et je voudrais demander à mon ami et frère Franck Dédi de ne pas avancer des propos mensongers. Dire que Kokora est transféré donc du FPI, j'aurais aimé qu'il me donne les preuves de mon militantisme au FPI. Je n'ai jamais appartenu à ce parti. Oui, non, je te le dis. Sauf si tu me donnes les preuves que j'ai appartenu à ce parti. Jamais je n'ai appartenu à ce parti. Et je te rappelle, peut-être que, bon, tu ne le sais pas, je t'informe du moins, que j'ai animé dans les Agora et Sorbonne avec des cadres au niveau donc, du RDR, comme aujourd'hui Mamadou Touré, en 2000. J'ai été membre du RDR depuis les années 95. Donc, je ne sais pas d'où il sort cette information.
Il faut arrêter de mentir. Parce que c'est un mensonge grossier. S'il vous plaît. Non, je suis désolé. Oui, d'accord, mais vous l'avez dit. Je suis désolé. Bon. Il faut que je lui dise clairement que ce mensonge ne passe pas avec moi. Voilà, Très des bien. personnes... La précision... Non, la précision est claire. Et partout où je suis passé, jamais je n'ai approché ce parti. D'accord. Depuis les années 90, moi, je suis un nouveautiste convaincu. Je n'ai jamais aimé la politique de Laurent Gbagbo parce qu'il le trouve foncièrement démagogue. Nzi Kokora, il n'a aucune solution. Donc, non, ça, je le dis. La précision depuis 90, la précision est faite. J'étais en 6e. On peut revenir à la question dans la précision ayant été faite, je crois qu'il ne va plus commettre cette bêtise. Non, alors, attention, s'il vous plaît, messieurs. Alors, on a bien commencé. S'il vous plaît. Après, on peut faire l'amabilité de le laisser parler, mais il va pas continuer à on n'est pas là pour ça. C'est malheureux. On n'est pas là pour ça, d'accord. C'est connu de qui? S'il vous plaît. Nzi Kokora, c'est malheureux. Moi, je réponds à sa question rapidement pour ne pas aller sur ce terrain parce que je pense que c'est un manque d'arguments. Allez-y. Avancez, alors, en ce qui concerne le programme du président, je crois que nous sommes tous témoins. Dès son accession au pouvoir, le président, crée un ministère dédié donc aux questions de jeunes. Par le passé, le ministère de la Jeunesse a toujours été associé au ministère des Sports. Aucun programme n'a été initié par aucun gouvernement, en tout cas de mémoire, pas de jeunes, hein, mais pas vieux. Je ne me rappelle pas qu'un gouvernement, avant Alassane Ouattara, aurait mis en place un programme ou un ministère dédié à la jeunesse. Pour ne pas faire long, en 2023, il met en place un programme donc dédié à la jeunesse qu'on appelait Année de la jeunesse, avec un budget de plus de 1118 milliards, donc qui court jusqu'en 2027. Et ce programme va continuer. En 2023, pour l'année de la jeunesse, c'était 361 milliards pour traiter les questions donc des jeunes, que ce soit au niveau des infrastructures, financement des projets. C'est près d'1 million de personnes donc, qui ont été traitées. Donc, bien entendu, ce programme va continuer. On va l'amplifier, de sorte à insérer donc, tout ce stock de jeunes en quête d'emploi. Je crois que tout à l'heure, il a pris la parole, il a dit il peut. Ça veut dire qu'aujourd'hui, où on vous parle, ils n'ont même pas une idée de leur programme. Ce sont des récitations que ces messieurs ont, parce qu'ils n'ont pas de solution au problème des jeunes. Et d'ailleurs... La deuxième priorité, vous avez parlé de l'employabilité. L'employabilité, mais il faut l'éducation. Tout à l'heure, il a parlé de l'éducation. Mais je rappelle qu'en 2010, lorsqu'on a posé la question à M. Laurent Gbagbo sur la situation donc, de l'école, il nous a dit que l'école est malade depuis 1917. Je rappelle qu'en ce qui concerne le système éducatif, que ce soit les infrastructures au niveau donc, des lycées et collèges, en 51 ans, c'est 294 lycées et collèges qui ont été construits. Mais de 2011 jusqu'à aujourd'hui, c'est 608 lycées construits. C'est-à-dire plus du double de ce qui a été fait en 51 ans. Au niveau des salles de classe au primaire, c'est 22 000 salles de classe construites en 51 ans. Mais en 15 ans, c'est plus de 65 000 salles de classe qui ont été construites par le gouvernement d'Alassane Ouattara. Sans compter donc, plusieurs projets tels que les PAE, programmes d'aide à l'embauche, les TIMO, travaux à haute intensité de main-d'œuvre, et l'école de la deuxième chance qui aujourd'hui permet à ces jeunes sortis trop tôt donc, du système scolaire sans diplôme de pouvoir les récupérer, les former et leur donner donc, une nouvelle chance. Voilà des politiques qui sont mises en place, mais qui vont s'approfondir avec l'augmentation donc, de notre budget. Il est clair que ces jeunes-là, toutes ces questions donc, seront traitées. Et nous espérons qu'au cours de la campagne, que nos amis nous présentent des projets sérieux, structurants, en ce qui concerne donc les questions de jeunesse et qu'on sorte des faux débats d'accusations gratuites sans preuve. Très bien. Je sais, ça c'est bon, vous n'avez pas encore réagi. Merci beaucoup. Tout à l'heure. J'ai deux questions pour nos deux invités. J'aimerais qu'on parte petit à petit. C'est-à-dire, on va poser la question d'abord à M. Kokora et après avec M. Bon, M. Kokora vient de passer la main tout de suite. Allons-y avec M. Franck-Stéphane Dédi. OK. Lorsqu'il est question d'élection de choix, généralement, les jeunes, les électeurs, regardent ce qui a été fait par la personnalité ou la personne qu'il faut voter. Généralement, c'est parce que on vote une personne en signe de connaissance ou de reconnaissance de l'apport positif de la personnalité. La question que j'aimerais me poser, ou beaucoup se posent, je pense, c'est de savoir, vous qui militez aujourd'hui auprès de M. Awa Dombello, qu'est-ce que M. Dombello a pu faire de bénéfique dans votre vie qui pourrait inciter les jeunes à vous suivre également ou suivre M. Dombello? Okay. Qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie?
C'est bien ça la question. Si vous voulez, je peux l'aider. En général, les jeunes se disent, pour suivre un homme politique, il faut qu'il ait des valeurs qui nous séduisent. Voilà. C'est un peu dans ce sens. Je suis plus à l'aise avec cette reformulation. Parce que qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie? Bon, ça renvoie à autre chose. Personnellement. Qu'est-ce qui vous a séduit chez Awa Domelo? Qu'est-ce qui m'a séduit chez la personne? C'est d'abord l'intellectuel et le technocrate convaincu. Donc, qui a fait ses preuves à la fois au niveau national et au niveau donc, international. Awa Domelo a été le directeur de la première agropole et technopole qui a été installée à Yamoussoukro, avec des résultats donc probants en termes d'employabilité, en termes de création. Et je parlais tout à l'heure du parcours de l'homme. Awa Domelo est détenteur d'un brevet d'invention, par exemple, le géopavé, voilà, qui est utilisé partout dans le monde. Il a été inventé par cet homme-là, qui est ivoirien, qui est Awa Domelo. Au Bénin, également, où il a travaillé, il a eu également des faits d'armes. Il a été à la base, par exemple, de l'internationalisation donc du Bénin dans la sous-région jusqu'en Afrique centrale, donc notamment tout ce qui est Guinée équatoriale, Gabon et tout. Et aujourd'hui, le Bénin profite en tout cas de ces différents éléments-là. Donc, ce sont ces marqueurs à la fois temporels, techniques, mais aussi en termes de compétences qui poussent à épouser donc le projet donc, de société de l'homme. Voilà. Mais vu que là, on vient en politique, est-ce que ces atouts d'intellectuels, de professionnels, de technocrates, est-ce que ces atouts-là sont valables dans le cadre politique? C'est comme, si vous me permettez l'exemple, on pourrait dire que M. Elon Musk est l'homme le plus riche, c'est l'homme qui a la plus grande entreprise du monde, et parce qu'il a ça, ces atouts-là, on va directement aller derrière Elon Musk, qui peut être un bon président pour la Côte d'Ivoire, pour les États-Unis. Est-ce que c'est en regardant ce que l'homme peut faire professionnellement qu'on peut aller derrière celui-là et dire qu'il a la crédibilité politique pour pouvoir diriger un pays? La politique, c'est la gestion de la cité. La cité, ce sont les hommes donc, qui la composent. Dans le parcours de l'individu que j'ai indiqué, j'ai fait référence à certains marqueurs, donc notamment l'employabilité, notamment des brevets d'invention, notamment le fait de diriger la première agropole et technopole donc, de Yamoussoukro, qui a permis de créer donc, des emplois, d'avoir dirigé le Bénin avec un peu plus de 5000 employés donc, en son temps-là, avec des recrutements intéressants, des projets stratégiques à la fois pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour d'autres pays. Mais ce sont tous ces éléments-là qui constituent la politique. Donc, il n'y a pas de saut, on va dire. Vous passez par telle école et ensuite, à la fin, on vous donne le saut d'un homme politique à avérer. Non, c'est à travers ce que vous avez fait, à travers ce que vous pensez faire, qui s'appuie sur ce que vous avez fait pour déterminer donc le futur. Voilà. Très bien. Les mêmes questions pour Anzi Kokora? J'avais une autre question. Ah bon, bon d'accord, allez-y rapidement, allez-y, okay. Terminez. Monsieur Kokora, vous êtes membre ou représentant sur ce plateau-là du RHDP, qui est le parti au pouvoir. Alors, lorsqu'on regarde en l'état actuel la configuration de la jeunesse, avec les descriptions que vous avez données, l'âge, on remarque qu'il y a peu de jeunes dans ce cadre-là qui s'investissent vraiment en politique. Et le peu de jeunes qu'on a, généralement, lorsqu'il est question de certains privilèges qu'on pourrait leur faire, la loi nous empêche de les avoir. En ce sens où on ne peut pas être candidat à certaines élections à un certain âge en Côte d'Ivoire, alors que les jeunes, c'est 18 ans. C'est généralement 18 ans. Ils sont capables de voter, mais ils ne peuvent pas être candidats. Vous qui avez été dans le parti vous qui êtes surtout dans le parti qui est au pouvoir et qui voulez aujourd'hui tirer le maximum de jeunes vers vous et votre parti politique, qu'est-ce que vous pensez de ce fait-là? Le fait qu'à 18 ans, on puisse voter, mais qu'on ne puisse pas être électeur, qu'on ne puisse pas être candidat à certaines élections. C'est la loi donc, qui l'a prévu, c'est la Constitution donc, qui prévoit ces situations. C'est le peuple de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire vous et moi et les autres qui avons décidé que pour être candidat à une élection présidentielle, l'âge raisonnable, c'est à partir de 35 ans. Je ne commente pas donc ce qui a été décidé par le peuple de Côte d'Ivoire. Si après on estime que c'est un tort qui est fait donc à la jeunesse, on peut revoir l'âge. Mais pour l'heure, c'est la loi qui l'indique et je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Ce que je voudrais dire, c'est que M. Awa Domelo n'a aucune crédibilité. Il a dirigé le Bénin. Personne ne se souvient des actes importants et fondamentaux qu'il a posés dans ce pays. 10 ans à la tête du Bénin, même la route qui partait dans son village, parce qu'on vient du même village, était fermée à la circulation. À couper, Kotobi était fermé à la circulation et il n'a même pas pu reprofiler donc, cette route. Chez lui au village, il n'a même pas une cabane. Donc c'est un monsieur qui n'a aucune crédibilité. Quels sont les faits d'âme en matière de politique sociale,
donc, de toute sa vie et de tout ce qu'il a fait. Et donc, chez lui, on ne le connaît même pas. Donc, vraiment, on peut avoir des diplômes, on peut être le génie, mais la gestion d'un État commande un certain nombre de responsabilités et d'engagements sur le terrain auprès des populations. Quelle est sa proximité auprès donc des populations? Voilà la question donc qu'on se pose. Donc, comme je l'ai dit, au lieu de rester en l'air et ne pas donner des solutions concrètes pour les problèmes donc des jeunes, moi j'aurais aimé que notre ami nous donne les solutions que M. Aouadom le porte pour la jeunesse. Comme je l'ai dit, nous avons des projets concrets et dans ce pays, je l'ai dit, qu'on me donne l'exemple d'un président donc, qui a initié autant de projets pour les jeunes. En ce qui concerne les universités, c'était 3 universités en 51 ans. Mais en 15 ans, nous sommes passés à 9 universités. Mais ces universités, qui fréquentent dedans, ce sont les jeunes. Vous savez, les questions de jeunesse sont transversales. Que ce soit au niveau de leur insertion, que ce soit au niveau de leur formation, ce sont des questions transversales qu'il faut traiter. Mais je rappelle que ces gens ont été au pouvoir, qui nous donnent le nombre de lycées et collèges construits en 15 ans. Et en 10 ans, ils n'ont même pas posé un seul acte fondamental, donc qu'on peut citer dans ce pays, pour des questions de jeunesse. Tout ce qu'ils ont réussi à faire dans ce pays, c'est de rassembler des jeunes dans des agoras et parlements pendant 15 ans pour abrutir donc notre jeunesse. La fessée qu'ils ont manipulée, on sait, c'est elle qui est à la base donc, de la destruction et la déconstruction morale dans nos pays. Donc, M. Aouadom, je crois que quand la campagne va s'ouvrir, on aura l'occasion d'avoir les débats, mais ce n'est pas un homme nouveau. Ils ont été au pouvoir, aux affaires, et il va assumer le bilan donc, de son mentor, qui est le président Laurent Gbagbo, qui l'aura trahi récemment. Très bien. Franck Stéphane, je vous donne la parole tout à l'heure. Allez-y, Cheikh Oumar Doumbia. Je reviens sur un point qu'ils ont tous les deux évoqué. Il s'agit de l'employabilité. On nous dit que, bon, ce serait intéressant d'avoir une adéquation formation-emploi. Donc de faire en sorte que les écoles ne forment qu'en fonction de ce que les entreprises peuvent recevoir. C'est une narrative qui a bien été vendue ces dernières années à notre jeunesse. On parle beaucoup d'adéquation, formation, emploi et même de reconversion. Mais jusque-là, c'est quelque chose qui n'a pas du tout porté fruit. Et si on se souvient de ceux qui nous ont vendu le modèle, parce que c'est un modèle inspiré de certains pays, chez eux, ça a même créé des problématiques. Un exemple type, c'est les gilets jaunes en France, c'est l'exemple type des conséquences de adéquation, formation, emploi. Parce qu'un État refuse pendant un certain temps de former certains types de cadres. Mais sauf que ceux qui l'ont formé, l'économie est en perpétuel changement. Quand il y a un changement, ceux qui ont été formés aussi sont délaissés par les positions disponibles. Donc quand vous dites que c'est sur ce chemin que vous voulez aller, moi vous m'inquiétez.